Et oui, on tente de nouvelles intros pour cette fin d'année avec mes petites notes, voilà, pour vous faire toujours, vous le savez, essayer de vous faire une vidéo de qualité. Bref, je suis toujours le D-Burzer et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, très originale, comme vous l'avez pu souvent le voir sur YouTube et notamment aussi sur ma chaîne l'année passée aussi, pour un petit top 3. Voilà, on va faire que du positif en cette fin d'année. Il y aura quelques mentions honorables et je tiens à préciser, petit disclaimer, que pour cette année, je n'ai pas lu de vraie sortie 2024, hormis une que vous avez peut-être pu voir là, sur le côté, ici. J'ai tenté, mais ça a été une douche froide. Peut-être que je n'étais pas dans le bon mood, comme on dit souvent, pour une œuvre. Mais ouais, c'était tout ce à quoi je pouvais ne pas m'attendre. La RSC Green Lantern. Alors des fois, ça fait plaisir d'être surpris. Et pourtant, une nouvelle fois, des bons dessinateurs, hein, des latinos, hein, décidément, ils ont la patte ces dernières années. Mais au niveau du récit, bah, j'ai arrêté en cours de route. Alors oui, du parallaxe, tout ça. Les dessins, c'était pas le problème. C'était pas, voilà, au niveau du dessin, c'était plus au niveau de tout ce qui était raconté. Parce que j'avais envie de relire encore un truc comme ça. De relire encore une introspection d'Al Jordan. J'ai l'impression que c'était encore un truc récurrent. Sinestro, quoi, il a perdu sa bague ou quoi. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, autant faire direct sur du Jon Stewart en fait. Et le tome 2 aborde ce personnage, mais voilà, j'ai peur de le prendre parce qu'il y aurait probablement, j'imagine, une continuité avec le premier. Donc, ouais, c'est là que je me suis dit, malheureusement, des fois, bah, s'ils n'ont plus rien à raconter avec les personnages principaux, que sont Clark Kent ou encore ben, Hal Jordan, mais qu'ils arrêtent alors. Et quelque part, c'est ce qui se passe au cinéma, hein. Mais bon, là, c'est un format différent. En comics, on en a quand même eu pas mal des aventures qu'au cinéma, Hal Jordan. Voilà, mais bon, c'est pas grave, il sera vieux, direct 60 ans. Alors oui, sur le fait par rapport à cette news-là, là, ça me dérangeait pas, entre guillemets, pour l'acteur qui est Kyle Chandler. Parce que bah, de toute façon, c'est trop tard. Ce n'est plus de mon ressort qu'ils ont pris un vieux Hal Jordan. Mais en soi, ça ne veut pas dire que ça me dérangeait pas de base. Voilà. Du coup, on va, comme je disais, rester sur du positif. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette chaîne liée à la pop culture, notamment du comics. Bien que je suis aussi fasciné par l'histoire, les mythes et légendes, comme vous pouvez le voir depuis plusieurs mois. Et ce qui a toujours été en fait pour ma part. Mais bon, vous savez, peut-être sur YouTube, c'est toujours compliqué de sortir un peu des chantiers battus. Enfin, soit. Et donc, avant de passer au classement, mon petit classement, je vais vous parler de deux mentions honorables. Donc, ça va aller assez vite, hein, puisque j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Tous les liens seront dans la description de la vidéo, puisque, ben, comme je viens de le dire, j'en ai fait des vidéos pour chacune. Alors, ne vous en faites pas, hein, j'ai mon petit bonnet, mais c'est pour me réchauffer un peu. J'ai toujours des cheveux, voilà. Euh, je reviens pas de la Sibérie. Bien que c'est vrai, j'aurais pu peut-être doubler Craven dans certaines de ces scènes à Ron Taylor Johnson, mais enfin, bref. Il y a Daredevil jaune. J'aurais pu vous parler de l'anthologie qui pour moi est un bon récit, mais peut-être que, vu que c'est un peu plus épais, qui est dû au school, mais pourtant pas dérangeant dans l'écriture, celui-ci peut être, je pense, une tout aussi bonne ou meilleure porte. Daredevil jaune, Yellow. Donc c'est met en avant l'exploration émotionnelle du personnage, comme c'est le faire la plupart des auteurs, mais surtout ici, par un point de vue magnifique, déchirant sur la culpabilité de Matt, sublimé par les dessins d'où nostalgique, vintage, hein, de Team Sale. Très rétro. Moi j'aime beaucoup. C'est comme beaucoup de dessinateurs, une fois que vous êtes dedans, ça rajoute de l'impact. On joue aussi avec sur les codes de certains vilains, notamment Libou. Pas un top, mais un must-read pour tout fan de Daredevil ou amateur, comme je vous l'indiquais. D'ailleurs, petite vidéo, lien dans la description aussi du confrère Flavien, Comics du Prof, qui vous parlait de pas mal de runs à travers sa vidéo théorie, hypothèse de la série Born Again.
Voilà, à aller checker ça. C'est une première pour lui dans ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à soutenir. Et ensuite, la splendeur du pingouin souligne l'approfondissement du personnage, une vraie origin story par Greg Hurwitz, Jason Aaron, très connu dans le milieu, Simon Kodronsky et Jason Pearson, un pingouin qu'on redécouvre, en tout cas ma redécouverte, vraiment, parce qu'il faut savoir, dans la plupart des animés, pour ma part, moi qui ne suis pas très jeu vidéo, moi le regard que j'en ai retenu, c'était vraiment mis en avant tel un bouffon, quoi, pas pris au sérieux par Batman, etc. Que là, c'est une figure tragique, puissante, terriblement humain, une œuvre qui le hisse au rang d'un meilleur vilain de Gotham, surtout bah, si vous lisez Sauron. Et maintenant, place au cœur du sujet, mon top 3 de l'année des comics, forcément, avec des récits qui m'ont donc profondément marqué. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu du Empereur Pingouin ou Daredevil jaune, que j'ai forcément déjà rangé. Alors vous devez vous dire, Dylan, ça fait beaucoup de cuts, mais je suis... c'est rare. Mais là, mes anticorps ont du mal. Mes globules blancs, j'ai la crève. Ça se voit, je pense que je suis un peu blanc, plus que d'habitude. Bref, un polar sous-marin, avec un certain roi Arthur en pleine possession de ses pleins pouvoirs, ce qui ne fut pas le cas dans son deuxième film. Comme l'a rappelé fortement Oz, et on comprenait, et j'en comprends encore sa colère, forcément c'est normal, qui jongle entre enquête et protection de son royaume. On est loin de l'image kitsch qu'on lui a souvent donnée. Euh, voilà. C'est évidemment Aquaman Subdiego, premier du nom. Alors ça paraît épais comme ça, mais si vous êtes amateur de polar, vous pourriez le lire en un jour ou deux maximum. Quelques images, lien dans la description aussi, parce que j'en ai parlé sur la chaîne. Quelques belles doubles pages. Bref, Aquaman est ici un roi, un héros, il est un vrai protecteur des océans, il inspire le respect, c'est exactement ce que je veux voir chez lui, avec ce genre de personnage. Et franchement, ça m'a rappelé à quel point le personnage peut être mal utilisé. Voilà, comme on a pu voir dans certaines adaptations. Ici, il brille vraiment et le récit le met en valeur comme jamais. C'est épique, il est badass, charismatique, respecté. Euh, Même par ses ennemis quelque part. Et ce serait bien que je vous donne le pitch peut-être. Après un violent raz-de-marée qui a dévasté les côtes californiennes, la ville de San Diego se retrouve totalement engloutie par les flots. Mais miraculeusement, ses habitants parviennent à développer des branchies, à survivre dans l'océan. En enquêtant sur les raisons d'une telle mutation, Aquaman, destitué de son titre de roi de l'Atlantide, a peut-être trouvé un nouveau peuple à guider, surtout à protéger. Et du coup, les meilleurs auteurs pour moi, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a notamment du Ostrander, mais c'est surtout Gleason et Will Pfeiffer, auteur-dessinateur, voilà, du run. Ah, tu m'en voudras pas, Arthur, si je te mets là. Ça fait bizarre parce que mon frangin s'appelle pareil, mais enfin, soit. Ok, les profondeurs pour un récit mutant qui pose des questions importantes sur l'idéologie, d'une certaine manière. Écrit par Joss Whedon, ouais, quand il faisait du bon taf, en tant qu'auteur de comics. Ce premier tome m'a bluffé. On retrouve les X-Men dans une histoire qui mêle action, émotion et dilemme puissant. J'en ai parlé il y a très peu, ce week-end. Lorsque j'enregistre, donc là il est le 9, c'était le 7, avec le guide Barbu qui lui l'a lu. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de la manière dont il en parlait. Le pitch de départ et la corrélation entre les deux leaders que sont Logan et Logan, oui, Wolverine et Scott Cyclope. Aston Hatching, 10 €, un truc comme ça. Je l'ai lu en 2 3 jours parce que bah, j'étais occupé sur autre chose, mais ça peut se lire assez vite aussi. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, on va le mettre à côté d'Aquaman. Voilà, Marvel d'ici, j'espère qu'ils vont pas trop se battre. Euh, donc ça met l'accent sur l'humain, les mutants aussi, le rapport aux sentinelles. Bon là c'est assez classique, mais c'est vraiment un travail sur, comme je disais avec un gros H, l'humain, les relations qu'ils ont entre eux, le rapport aux civils, puisque le pitch de départ aussi c'est un peu comme X-Men 3 a essayé de le faire. C'est et si il y avait un remède contre la mutation et du coup ben voilà ça développe pas mal de choses. De la dramaturgie, forcément aussi, des liens au niveau de l'amour, voilà, fraternel, ou même plus.
sans vouloir trop spoiler. Ça fait comprendre aussi pourquoi Katja, alias Kitty Pryde, ou encore Passe Muraille, a une certaine importance depuis pas mal d'années dans les runs X-Men, ou encore comme Peter, Colossus, qu'on a pu voir dans les premiers films X-Men aussi, voilà, qui lui est apparu pour rappel dans les runs des années 70, hein, dans la relecture de Chris Claremont de cette équipe. Bref, on pourrait s'imaginer aussi que si la série X-Men 97, qui a une saison 2 en préparation, pourrait quand même exploiter le lien avec la Sentinelle de ce comics, ou en tout cas ce qui se dégage autour de cela, ce serait tellement pertinent dans le contexte actuel donc de la série. Du coup, ce qu'il faut retenir entre le dialogue percutant et l'écriture soignée, ce tome est un vrai bijou. Si vous aimez les X-Men ou souhaitez les redécouvrir, foncez quoi, foncez. Et enfin, mon numéro 1, un choc idéologique entre deux leaders mutants. Bon là c'est le numéro 1, hein, celui-ci et l'autre je vais vous présenter, pour moi c'est kiff kiff. Un récit qui ne laisse personne indifférent, du moins je l'espère. Schisme, c'est la confrontation entre deux visions radicalement opposées. C'est surtout cela que ça met en avant, bien que là, on l'a un petit peu aussi dans quelques pages à travers, enfin, avec Scott et Wolverine, comme vous l'avez compris, hein, de tout ce qui se passe. Mais là, c'est le point, donc c'est le point majeur. Donc ici, vous l'avez compris, ça met une nouvelle fois en avant l'évolution, d'une certaine façon, de Scott, Cyclope, devenu plus radical, rappelant un certain Magneto. Un récit qui souligne le contraste avec Logan, fidèle quelque part à l'idéal de Xavier. Ce récit m'a marqué par sa profondeur. Il illustre à merveille comment des convictions fortes peuvent diviser même les plus proches alliés. En 2024, du coup, X-Men Schism m'a rappelé pourquoi j'aime tant et Astonishing, les mutants. Ce sont des héros, mais aussi des êtres profondément humains. Une nouvelle fois, deux récits d'envergure si vous souhaitez redécouvrir Scott Summers Cyclope et pourquoi pas aussi Wolverine. J'avoue que ces deux récits-là, pour découvrir Wolverine, c'est une très belle porte d'entrée. Parce que pour ma part, bien que j'avais déjà vu du Wolverine dans certains comics X-Men, hein, là c'est mon casier sur cette famille-là, Wolverine n'avait pas la grandeur qu'il a dans série ici par exemple, et qui fait que je peux comprendre que certains aiment beaucoup Wolverine. Une nouvelle fois, l'archétype de la brute au grand cœur, mais ce qui est aussi, d'une certaine manière, Scott. Scott dont j'ai parlé sur la chaîne il y a peu, et vidéo que je vous invite à redécouvrir de pourquoi j'aime ce personnage. Voilà, donc on parle un petit peu de sa psychologie, ses relations. Voilà mon top 3. Est-ce que vous avez lu ces récits? Lesquels vous ont marqué cette année? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Et si vous voulez revoir ma critique complète d'Aquaman Subjigo, bah oui, surtout comparé aux deux autres, le lien est dans la description. Passez de super fêtes, profitez de vos lectures. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures du dit Berserker. Et la prochaine, on va parler davantage cinéma. Il y a un Ragnarok qui ressort. Donc Ragnarok, c'est des petits versus pour parler de décennies de cinéma. Là, la prochaine qu'on a fait il y a peu en live et qui sera du coup remontée, c'est sur les films des années 2010. Et donc ça, c'est la semaine, en fin de semaine, je pense que ça sort, ou la semaine prochaine. Et puis il y aura une autre petite vidéo sur mes réalisateurs aussi marquants jusqu'à aujourd'hui. Il y en a 15. Voilà, j'ai ciblé, je me suis arrêté à 15 parce que c'est vraiment les 15 principaux. Je suis plus. Je vous fais la bise, portez-vous bien. Et comme je disais, passez de bonnes lectures.